Yann Merlevette, donc 41 ans, roubaisien depuis la naissance, habitant Roubaix. J'ai fait presque, pas tous, mais presque tous les quartiers de Roubaix de la jeunesse jusqu'à maintenant, puisque j'ai habité à l'Épeule, j'ai habité au Nouveau-Roubaix, j'ai habité aux Trois Ponts et maintenant je suis au Pile. Donc voilà, j'ai fait un peu tous les quartiers, donc je connais bien l'Épeule, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses que je connais. Et puis bah voilà, je suis roubaisien, hein, donc c'est ma ville maintenant depuis 41 ans. Donc j'ai travaillé à Roubaix. Je suis toujours enseignant, enseignant en histoire-géographie. J'enseigne sur l'île, mais j'ai enseigné à pas mal d'élèves aussi pendant quelques années sur Roubaix et Tourcoing. Donc voilà, je connais bien cette jeunesse qui maintenant, j'ai toujours l'impression qu'ils sont toujours jeunes, mais finalement quand ils reviennent me voir, ils sont un peu plus vieux, mais voilà. Donc c'est aussi ça qui motive, c'est-à-dire quand on est, je pense, quelque part enseignant, on a envie non seulement de donner des armes aux futurs adultes, aux futurs citoyens, et du coup ça nous donne encore plus de responsabilités, parce que nous on a envie de dire, ben, moi je suis citoyen, donc je m'engage, voilà, et c'est un véritable engagement, pas une vocation, je ne compte pas en faire une carrière, j'ai déjà ma carrière, je suis enseignant maintenant depuis 17 ans, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça fait des années maintenant que je cherche à changer les choses parce que j'estime que la situation n'est pas bonne pour nous, n'est pas bonne pour ni Roubaix, ni les citoyens roubaisiens, ni les quartiers populaires dans lesquels je vis ou j'ai vécu. Et c'est vrai que bah, ça m'a donné envie de m'engager dans un combat politique maintenant depuis au moins 1999. Donc voilà, je suis dans un combat politique qui est lointain maintenant. Alors le parcours que j'ai fait, il est association politique. J'ai démarré dans une association altermondialiste qui était ATTAC, qui existe toujours sur Roubaix, avec qui j'ai toujours de très très bons contacts. J'ai ensuite participé auprès de la formation d'Olivier Besancenot, la LCR, le NPA, pendant de nombreuses années où j'ai été candidat, d'ailleurs sur Roubaix pour la municipale. Bon. Et puis j'ai décidé de quitter le NPA il y a 5 ans, en estimant qu'il y avait vraiment urgence à trouver plus de force militante, parce que le NPA, malgré tout, restait limité dans sa force militante, dans son écho auprès des gens. Et donc je suis rentré dans le front de gauche, en espérant justement que ce front de gauche plus large permettrait de rassembler davantage sur un vrai programme de gauche. Et de là, dans l'organisation Ensemble, j'ai vu il y a quelque temps se naître donc la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et par rapport au blocage que je ressentais dans le front de gauche, avec notamment des partis qui avaient du mal à se renouveler, à se moderniser, à accueillir ceux qui n'étaient pas d'ailleurs encartés, la France Insoumise avait cet avantage de dire bah, qu'importe si vous êtes carté ou non carté, venez, on va travailler ensemble pour cette présidentielle. Et une fois que le programme a été mis en place, l'avenir en commun, je me suis vraiment retrouvé en me disant que ça c'est un socle, c'est vraiment une base, et on a eu la chance sur Roubaix d'avoir une équipe venue de nulle part, c'est-à-dire à la fois des gens qui n'ont jamais fait de politique avant. Bah, vous retrouverez quelqu'un comme Paul Gilmia qui est candidat sur la 8e et qui semble effectivement débarquer, mais qui en réalité a fait lui aussi un parcours, pas dans les partis, mais un parcours politique, malgré tout, en tant que citoyen engagé, il a fait un vrai parcours, et donc c'est avec lui, et avec tout un tas d'autres Roubaisiens, mais aussi de Émois, de Croisiens, etc., de gens comme ça qui sont venus nourrir cette dynamique militante, qui n'avait pas eu ce Roubaix depuis un bon moment, qu'on a travaillé et pour la présidentielle et maintenant sur les législatives. Donc c'est vrai que je tiens vraiment à dire que c'est une dynamique collective, c'est pas juste comme souvent on présente Mélenchon homme seul. Non, on a vraiment ici aussi autour des candidats, on a des gens qui sont là, qui ont travaillé tout du long, qui d'ailleurs, eh bien, ont le courage parce on a bossé maintenant depuis des mois sur la présidentielle et on continue sur cette histoire de législative. Donc c'est vraiment un engagement fort, alors qu'en plus eux ne sont pas candidats.
Il y a toujours ce côté, il faut plus s'engager encore quand on est candidat, mais les autres tiennent bon. Donc moi je les remercie parce que c'est un vrai travail collectif important, quoi. Et justement, donc, pourquoi vous êtes candidat à ces élections législatives? Peut-être encore plus qu'hier parce qu'il y a urgence. L'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence écologique. Bon, on a un programme qui est fort, l'Avenir en commun, qui a été plébiscité entre guillemets par 7 millions de personnes au présidentiel. On a la certitude que ce programme-là peut répondre aux crises que vivent les gens, la crise du pouvoir d'achat, la crise du travail, la crise du chômage, la crise écologique, la crise des inégalités, la crise démocratique, dans le sens où on voit bien que l'affaire Fillon et toutes les autres affaires, c'est quelque chose qui finalement est quasi naturel dans la Ve République. Il y a quelque chose qui est pas terrible au niveau démocratie dans cette Ve République. On le sait, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on dit justement que les gens se désintéressent de l'engagement politique ou du vote. Pourquoi? Parce que justement, il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance, on l'a encore vu là, dans les médias, porté par un symbole Fillon, mais qui est finalement pas le seul. Il y en a beaucoup derrière lui qui ont fait ce genre de pratiques, qui pour eux sont des pratiques normales, mais qui en réalité relèvent de privilégiés, de gens qui ont pris des mauvaises habitudes dans un système qui permet ces privilèges-là. Donc, nous, on dit, bon ben voilà, il faut changer ça. 6e République, urgence écologique, urgence sociale, et il faut redonner du travail aux gens plutôt que de faire de la politique d'austérité. Donc tout ça, depuis des années, je reste convaincu que c'est vraiment un changement de politique immédiat qu'il faut faire, parce que la réalité, c'est que ça fait depuis 30 à 40 ans, c'est-à-dire à peu près depuis 83 quasiment, ou même un peu avant, qu'on nous donne les mêmes règles politiques, moins d'argent pour les gens, plus d'argent pour le capital, plus d'argent pour les entreprises, moins d'impôts pour les entreprises, moins d'impôts pour les riches, et finalement une politique qui est censée relever l'économie, permettre à tous de bénéficier, de vivre mieux, sauf qu'en réalité non, c'est plus de chômage, plus d'inégalités, plus de précarité, plus d'urgence écologique. Le changement climatique, quoi qu'en dise Monsieur Trump, ce changement climatique, il est là, et on doit en prendre conscience de manière urgente. Tout ça fait que y a plus de raisons encore qu'hier de s'engager. Voilà. Justement, quelles sont les grandes thématiques que vous défendez dans votre programme et qui toucheront directement les électeurs de la 7e circonscription? Alors, moi, je rappelle que les législatives, c'est un mandat national. Bon, il y a des gens qui sont tentés de commencer à dire qu'ils vont changer le sens des routes et puis mettre des nouveaux panneaux. Non, c'est pas un mandat local. Donc vous pouvez entendre les candidats vous promettre tout et n'importe quoi sur votre quartier. C'est pas vrai. Ça, c'est du mensonge. On est sur un mandat national, donc ça veut dire que le député va faire des lois, va voter des lois, examiner des lois, proposer des lois, amender à la rigueur, et ces lois-là seront pour tout le pays et bien entendu pour la circonscription dans laquelle je me présente. Donc évidemment, moi je m'engage à d'abord défendre mon programme, l'avenir en commun, c'est là-dessus qu'on y va, on espère bien se battre. On n'y va pas pour perdre, on y va pour gagner, on y va pour avoir une majorité. Et si on a une majorité, c'est-à-dire 289 députés, c'est Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et c'est le programme qui s'applique. Et ce programme répondra à toutes les crises justement dont on a parlé et je donnerai quelques éléments. Mais il est évident que pour moi, ma circonscription, notamment dans les quartiers populaires de M, quartier populaire de Ouascal, Croix-Saint-Pierre, Roubaix-Ouest, l'Épeule, etc., je vois bien que les urgences dont j'ai parlé, elles sont bien là. Elles sont bien là. Les inégalités, les difficultés de trouver du boulot, la galère, et tout est là. La crise de la démocratie où les gens, justement, dans certains quartiers populaires, ne votent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cette défiance, parce qu'il y a ce côté, mais ils sont tous pareils, de toute façon, ce qui les intéresse, c'est leur portefeuille. Nous, une fois qu'ils sont élus, on ne les intéresse plus. Ben justement, on veut changer tout ça. On veut leur dire qu'il y a moyen de changer tout ça. Mais pour ça, il faut voter. On ne peut pas les laisser passer comme d'habitude, on ne peut pas laisser les mêmes, et c'est les mêmes qui sont en voie d'y aller. Si on regarde le fameux renouveau d'En Marche, c'est faux. Une moitié des candidats sont des vieux briscards de la politique qui ont déjà été élus. Et alors je ne vous parle pas des candidats qui sont là dans ma circonscription. Monsieur Verspiren, c'est pas un nouveau dans la politique. Bon, soyons clairs, et ses idées non plus. Bon, Monsieur Vercamer,
il va sur son 4e mandat. Alors il a voulu nous faire le coup de la nouveauté à un moment donné, il voulait mettre sa fille. Bon, ok, mais ça a quand même un petit goût un peu bizarre. Bon, ils ont quand même mieux à faire que de jouer une sorte de népotisme à l'ancienne en disant bon, je transmets ça de père en fille. Bon, sa fille est peut-être très compétente, tant mieux, mais je trouve que il a quand même été assez intelligent pour dire là, faut peut-être pas que je le fasse. Bon, donc tout ça, c'est vraiment de la politique à l'ancienne, et je pense que les gens en ont assez. Et c'est pour ça que dans notre programme, il y a cette idée de passer à la 6ème République, moderniser les choses. Moderniser les choses dans le sens où redonner le pouvoir aux citoyens. Alors, quelles sont les mesures sur lesquelles je me bats? Une mesure pour la 6ème République, si j'en donne une, c'est par exemple le référendum révocatoire. Référendum révocatoire, c'est un truc tout bête. C'est de dire, vous avez le droit, vous, si on vote ça, à mi-mandat, vous avez le droit de dire à quelqu'un, à un élu, qui n'a pas appliquer ses promesses, et donc vous avez le droit de faire une pétition qui aboutit à un référendum pour dire est-ce que vous voulez garder ou pas votre élu. Et ça à tous les niveaux, jusqu'au président. On aurait très bien pu avoir par exemple un François Hollande qui a déçu énormément de gens, qui n'a pas appliqué ses promesses, qui a même mis en place des lois, tiens, la loi travail de M. Macron catastrophique, qui n'était pas prévue dans son programme. Il devait être l'ennemi de la finance, aujourd'hui, il est l'ami de la finance. Bon, et maintenant, on a un Macron qui est carrément le complice de la finance. Donc bon, ces gens-là, si on voit bien que leurs promesses ne s'appliquent pas, eh bien, on peut entamer une procédure de référendum révocatoire. Et du coup, à mi-mandat, on aurait pu dégager monsieur François Hollande en disant, désolé, vous n'avez pas appliqué votre programme, au revoir monsieur. Ça redonne du pouvoir aux citoyens. Et du coup, ceux qui hésitent à voter en disant, oui, mais ça ne sert plus à rien, diront, ah ben si, là, ça peut servir à quelque chose. Je n'ai pas à attendre 5 ans pour dire, dites donc, vous n'avez pas abouti votre programme là, on l'attend encore. Bon, ça changerait pas mal la donne. Ça se fait, souvent les gens disent c'est pas possible. Si, ça se fait en Suisse, en Allemagne, au Venezuela, aux États-Unis, mais sur des mandats parfois locaux. Arnold Schwarzenegger, par exemple, est devenu maire en Californie comme ça, parce qu'on a fait ce qu'on appelle un recall. On a rappelé l'élu qui ne correspondait plus à ce qu'attendaient les gens, ou on n'avait pas fait ça. Donc ça, c'est une idée. Après, il y en a d'autres. Il y a des référendums d'initiative citoyenne, il y a évidemment, et ça c'est évident, je pense, c'est remodeler ce système qui provoque trop de privilèges, comme par exemple la réserve parlementaire. On a bien vu que souvent cette réserve parlementaire, elle est utilisée pour arroser, entre guillemets, des associations de sa circonscription. D'abord, on estime que ce n'est pas à l'élu de décider, ça doit être aux gens de décider, ça pourrait être un budget participatif, ou alors on supprime cette enveloppe et on l'injecte ailleurs, dans d'autres éléments, dans d'autres collectivités qui en auraient bien besoin. Les maires se plaignent d'ailleurs assez abondamment qu'ils n'ont plus les dotations suffisantes. Bon, donc je pense qu'il faut éviter cette république des privilégiés. Il faut enlever ces privilèges progressivement. Il y a un peu trop de privilèges dans les élus, on le sait. C'est pas démagogique de dire qu'il faut refaire un tri là-dedans, et que quand on est élu en période de crise, quand on dit aux gens « vous devez vous serrer la ceinture », eh bien il faut montrer l'exemple. Et je pense qu'eux ne montrent pas l'exemple. Donc ça, c'est bien sûr, sur la 6ème République, mais le référendum révocatoire, l'idée de supprimer le Sénat aussi, bon, il y a des choses comme ça qui nous apparaissent, on pourrait remplacer par une autre assemblée beaucoup plus, avec des acteurs solidaires, bon, ça pourrait être assez intéressant, mais voilà, remodeler cette République. Le rôle du président, là aussi, diminuer le rôle du président qui a trop de pouvoir, ça aussi, ça nous paraît important. Redonner, par exemple, plus de force aux médias indépendants. On estime qu'aujourd'hui, les médias appartiennent tous quasiment à 9 multimillionnaires ou milliardaires. Du coup, on sent bien que dans les médias, ils ont leur chouchou déjà de candidats. On a déjà dit qu'il ne fallait pas jouer avec les sondages, n'arrête pas de jouer avec les sondages et influe finalement sur le vote. Donc on a une démocratie qui est tronquée. Voilà, on pense qu'il y a vraiment un grand remue-ménage à faire dans cette démocratie, et notamment au travers de la République, pour redonner du pouvoir aux citoyens. Voilà. Quels sont les grands enjeux de ces élections législatives ? Comme je te disais, je pense que on a évidemment comme enjeu numéro 1 le problème du chômage, qui est finalement couplé avec le problème de la misère, la précarité, les inégalités. Je crois que c'est le gros enjeu, ce que j'appellerais l'insécurité sociale finalement. On est aujourd'hui
dans des promesses comme celle, par exemple, du dernier gouvernement avec la loi travail de Macron. Ce qu'il nous promet aujourd'hui encore, c'est d'ailleurs une loi Macron supplémentaire, avec toujours les mêmes idées, c'est-à-dire plus de droits pour les entreprises, moins de droits pour les salariés, plus de flexibilité, et cette idée que finalement, ce genre de politique, on n'a pas encore fait assez, alors que depuis 1983, on n'arrête pas de diminuer la fiscalité sur les entreprises, de faciliter les licenciements, et le résultat n'est pas là. Le résultat, c'est qu'on a toujours plus de chômage. 1 million en plus avec M. Sarkozy, 1 million en plus avec M. Hollande. Il n'y a personne qui, malgré cette flexibilité, cette compétitivité accrue, ne réussit à boucler le problème. Et donc, nous, on dit, puisque ça ne marche pas, il faut faire l'inverse. Arrêtons justement d'aller uniquement dans ce qu'ils appellent la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est aider les entreprises pour qu'elles produisent davantage. Très bien, mais à un moment donné, qui achète les produits? Il faut se poser la question. Il y a du bon sens à voir que les salariés doivent avoir un salaire correct et pouvoir acheter ces produits-là. Si on veut vendre des produits, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face pour l'acheter. Donc on ne peut pas privilégier uniquement les entreprises et se retrouver avec, par exemple, là ce matin j'étais, et je les salue, j'étais à Camaïeu, ils sont en grève en ce moment, j'ai été voir les salariés, je leur demande quelles sont vos revendications, etc. Ils me disent une augmentation de salaire, ils ont eu 0,5% d'augmentation de salaire dans leurs négociations, c'est-à-dire à peine 5 euros. C'est rien du tout, c'est ridicule. Je leur demande si Camaïeu a bénéficié d'aide fiscale pendant le quinquennat de François Hollande. Oui, ils ont bénéficié du CICE, c'est-à-dire du crédit d'impôt. Je dis et est-ce qu'ils ont embauché? Non. Est-ce qu'ils ont investi pour l'avenir de l'entreprise? Non. Donc en fait, cet argent n'est allé uniquement qu'aux actionnaires. Et c'est comme ça partout, c'est-à-dire qu'on a une sorte de financiarisation qui est forte, qui est très très forte, qui récupère cet argent au détriment des citoyens, au détriment de ceux qui normalement devraient voir cet argent retomber dans les services publics, les hôpitaux, etc., la retraite, les aides pour retrouver du boulot. On a un État qui est complètement vidé de ses caisses, de ses impôts, au profit de quoi? Pas au profit du travail, pas au profit des entreprises qui vont embaucher ou qui vont investir pour l'avenir, non, au profit essentiellement des actionnaires, de la finance, des banques, des assurances. Nous, on dit ça va pas, ça. C'est pas tel qu'on l'envisage, l'économie. On envisage au contraire une économie qui soit au service des gens et pas les gens au service de l'économie. On va complètement à l'envers. Donc, il y a réellement à dire stop à ça. Le CICE, on arrête. Les cadeaux fiscaux, on arrête. Les gens voient bien qu'il faut investir dans d'autres choses. Par exemple, pour avoir du travail, il y a la transition énergétique. On peut créer énormément de travail dans la transition énergétique. Il y a un énorme travail à faire, il y a une urgence à faire là-dessus, que ce soit dans le solaire, l'éolien, on n'est pas au niveau, on n'est pas dans les clous de l'urgence. Il faut très vite pouvoir se débarrasser du nucléaire. Et donc, si on veut se débarrasser du nucléaire, il faut pouvoir aller dans la transition énergétique. Est-ce qu'on doit attendre ça de l'entreprise privée? Non. Aujourd'hui, on le voit bien, les entreprises privées, elles ne vont pas vers la transition énergétique. Elles préfèrent continuer sur l'énergie carbone, qui est une catastrophe pour l'environnement. Et surtout, on n'arrête pas le diesel, on n'arrête pas l'essence. Non. Donc, c'est à l'État d'impulser ça, c'est à l'État de faire une grande politique de planification écologique, de mettre en place un budget pour. Or, le budget, il va falloir aller le chercher. Est-ce qu'il n'existe pas? Si, il existe. On a presque 85 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année. Ça comblerait exactement le trou qu'on a de la sécurité sociale, du problème des retraites et de tout ce dont on a à investir. On pourrait investir dans les services publics. Aujourd'hui, le service public, c'est aussi la grande priorité parce que justement, il y a des boulots à prendre dans le service public et on ne veut pas investir dans les services publics. Quand vous attendez des heures dans les hôpitaux, pourquoi? Parce qu'on n'embauche pas assez. Parce qu'on n'embauche plus assez. On ne veut plus embaucher les sages-femmes. Je sais pas, ma femme est sage-femme. On n'a plus assez de sages-femmes. On n'a plus assez d'infirmiers. On n'a plus assez de médecins. Il faut redonner de la force au service public et arrêter de privatiser à tout va. La privatisation, ça mène à une seule chose, c'est le calcul comptable. Est-ce qu'il y a du profit derrière? Est-ce qu'il y a de la rentabilité? La santé, on n'a pas à se poser la question si c'est profitable, si c'est faire du profit derrière. Ça n'a pas à être rentable, la santé. La santé, c'est un service normal que tout le monde doit avoir, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, tout le monde doit pouvoir y accéder. Bref, il faut remettre, comme on disait au Front de gauche, il faut remettre l'humain d'abord, et nos vies valent plus que des profits. Et ça reste ma boussole.
je pense, depuis que j'ai démarré en politique, je reste sur cette politique-là, c'est que aujourd'hui, tout est l'esclave du profit, alors qu'il faut en réalité dire non, non, ce qui est intéressant, c'est les vies. On ne peut pas laisser les gens mourir de faim dans la rue, on ne peut pas laisser les gens sans travail, on ne peut pas laisser la planète se détruire juste parce que ça fait de l'argent. À un moment donné, il faut remettre les vraies priorités. Et l'économie privée, elle ne sait pas faire ça. Elle voit à court terme. L'État doit, lui, voir à long terme, plus loin, pour l'avenir. Et ça donne le programme L'Avenir en commun, qui, lui, voit loin. Très bien. Alors, pour conclure cette interview, je vais vous demander de nous dire les raisons pour lesquelles les électeurs de cette circonscription doivent voter pour vous. C'est simple, si vous n'êtes pas d'accord avec le travail, déjà, il faut voter pour nous. Parce qu'effectivement, il faut redonner les moyens de protéger les salariés contre les licenciements qui sont en train d'être faits. Là, à l'heure actuelle, on facilite les licenciements. Il faut, au contraire, conserver le Code du travail. Ce Code du travail, on a lutté pour avoir ce Code du travail. Et c'est normal de le conserver. Ce n'est pas un frein à l'emploi. Ce qui est un frein à l'emploi, c'est le manque de commandes. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. Si vous votez pour nous, le pouvoir d'achat, nous, on va augmenter le SMIC. Un peu plus de 1 300 €, je sais, c'est pas encore assez, mais si on peut faire mieux, on fera encore mieux. Mais pour l'instant, on donne cette base-là, parce que souvent, on va nous dire, vous n'êtes pas réaliste. Et bien si on est réaliste, on a chiffré notre programme, on a 5 heures de mission sur YouTube avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait une émission de 5 heures sur comment chiffrer mon programme. Il est le seul candidat à l'avoir fait. Donc, on a chiffré notre programme, c'est possible. Augmentation des retraites, parce que là aussi, si vous êtes pour Macron, vous êtes pour le fait que la CSG va augmenter et que ça va coûter à tous ceux qui gagnent un petit peu plus de 1 200 € de retraite, ce qui n'est pas énorme, 1 200 € de retraite quand même, hein, c'est avec ça, c'est pas évident de vivre, eh bien, vous allez perdre 250 € par an. Je peux vous dire que le pouvoir d'achat, ça diminue forcément. Donc non, il faut au contraire redonner le pouvoir d'achat. Il ne faut pas toucher aux cotisations sociales, mais il faut par contre aider les petites entreprises et pas les grosses entreprises qui n'en ont pas besoin. Le CICE de M. Hollande, il sera continué sous M. Macron. Eh bien, sur la 7e circonscription, vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle M. Mullier, qui est propriétaire d'Auchan, qui a bénéficié de l'aide du CICE. Il n'a rien demandé. Je ne lui en veux pas personnellement, mais il a bénéficié d'aide de crédit d'impôt. Ça ne l'a pas forcément convaincu, comme Camailleux d'ailleurs, de faire plus d'emplois. Tout ça part dans la finance, dans les actionnaires. Non, désolé, cet argent, il doit servir à créer de l'emploi. Finalement, le CICE, si l'État l'avait utilisé, comme je viens de le dire, en créant des emplois dans le service public, en donnant de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, en créant des emplois dans les associations, parce qu'il y a tout un tissu justement d'associations locales, d'économie sociale et solidaire qui crée aussi de l'emploi, qui sert aux gens, qui fait du service public, de l'aide aux personnes. Ça aussi, c'est important. On a de plus en plus des retraités qui ont besoin de ça. Donc, si on veut une économie au service des gens, eh bien, il faut voter pour nous. Si on veut l'écologie, il faut voter pour nous. Si on veut la cantine gratuite et bio, par exemple, pour les enfants, avec un meilleur avenir pour les enfants, eh bien là aussi, votez pour nous. On a un véritable programme écologique, socialiste, démocratique, qui, je pense, englobe, avec une vraie philosophie, englobe toutes les priorités d'aujourd'hui. On n'a pas qu'un seul morceau. On a vraiment fait un programme construit jusqu'au bout. Très bien. Merci beaucoup.